Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Aujourd'hui, je suis honoré d'accueillir Mehdi et Guillemette de chez Atoa. Bienvenue à vous deux. Bonjour Cédric. Bonjour et merci pour l'invitation. Et ben vraiment, je suis ravi de vous recevoir. Alors du coup, ça va être une interview à trois, hein. C'est la première fois que je fais des interviews à trois, mais ça va être très intéressant. Déjà, je vais vous laisser vous présenter. Peut-être que des personnes ne connaissent pas le projet Atoa et du coup aussi savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites chez Atoa et quelle est votre expérience. Tu veux que je Honneur aux commence, femmes. Mehdi? Vas-y. Allez. Avec Donc, joie. moi, je suis Guillemette Deprel, donc je suis une des cofondatrices, on est trois, mais ça faisait beaucoup après pour l'interview. Une des cofondatrices d'Atoa et directrice générale. Moi, j'ai un background plutôt immobilier et investissement immobilier, où j'ai travaillé dans une grosse foncière, donc sur des gros projets d'investissement, et j'accompagne également des investisseurs privés qui font des projets à plusieurs. Donc c'est un petit peu le fil rouge sous différentes formes, et notamment en club deal. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la tokenisation en rencontrant Gary, qui est notre troisième cofondateur, puis Mehdi, qui lui bossait sur la tokenisation, et il va vous en dire un petit peu plus sur Atoa. Ça Et marche. donc Mehdi, moi j'ai une expérience retail. Donc retail que tout le monde connaît puisque j'ai travaillé longtemps chez Auchan. Puis ensuite j'ai travaillé pour un retailer qui fait du B2B, de la construction, de l'industrie et des métiers de l'eau et du paysage. J'ai fait à peu près la moitié de mon parcours en exploitation, donc management d'équipe terrain, et l'autre moitié en transformation digitale. Et donc dans ce cadre-là, j'ai pas mal creusé les opportunités, les menaces que la technologie blockchain pouvait amener pour mes employeurs. Il n'y a pas vraiment eu de suite parce que soit c'était un peu tôt au niveau texte, soit c'était un peu tôt pour l'employeur pour lequel je travaillais. Mais ce qui m'a pas empêché d'attraper le virus à titre perso. Il y a un peu plus de 2 ans, je me suis dit que j'avais envie d'amener ma pierre à l'édifice et finalement amener un cas de transformation concret et fort lié à la blockchain. Et donc, j'en suis venu à la tokenisation d'actifs réels à impact et pour permettre aux gens d'y avoir accès quand on avait habituellement besoin d'un fort ticket d'entrée ou d'un niveau d'expertise important. Je suis arrivé à l'immobilier parce que c'est un actif avec lequel on a tous un rapport. On a tous été locataires, pour certains propriétaires, pour d'autres investisseurs. Donc je dis souvent qu'il y a 65 millions de sélectionneurs et 65 millions d'experts immobiliers en France. Voilà, donc c'est un actif intéressant pour parler. C'est le premier actif à impact puisque c'est notre premier poste d'émission de gaz à effet de serre et c'est probablement l'actif le plus important dans une vie pour une personne. Voilà, donc ça regroupait quand même beaucoup de choses pour être l'actif par lequel pardon, je voulais commencer. Et donc on s'est rencontrés sur ce chemin-là avec Guillemette et Gary, avec leur expertise immobilière, l'attelage a matché assez aisément. Ça marche. Bah, parfait. Bonne présentation. Du coup, on va dire Guillemette un peu plus expert IMO et toi, Mehdi, tu es un peu plus, on va dire, expert en tout. Voilà, je suis un peu effectivement le liant. Alors, je suis pas développeur, hein, on a un super CTO qui travaille avec nous, mais voilà, moi, je fais vraiment le lien entre la stratégie, le produit, ce qu'on veut faire côté IMO, ce qui se passe côté dev, et pour que tout ça se mette bien en musique. Voilà. Donc, je dis souvent que je suis pas un expert ultra pointu dans tous nos sujets, mais je suis un bon généraliste sur tous les sujets. Voilà. Et il en faut aussi. C'est clair. Ça marche. Bah, du coup, déjà, pourquoi toi? Ça veut dire quoi à toi? Alors ça, c'est une excellente question. Donc, alors on a beaucoup discuté entre nous pour dire, mais finalement, notre identité, c'est quoi? Et donc, on s'est arrêté pour dire, bah, nous, ce qu'on veut faire, c'est permettre à des gens de se mettre ensemble pour faire de grandes choses. Voilà. Finalement, c'est le cœur de notre mission, c'est ça. Et ben donc, Cédric, si tu vas te faire une petite session surf aux îles Samoa dans le Pacifique et que t'entends les gens te dire bah, est-ce que tu veux aller surfer à Toa, c'est pas qu'on s'est mis à tokeniser des planches de surf, c'est que là-bas ça veut dire ensemble. Donc ils te proposent d'aller surfer ensemble. Ok.
Donc, Voilà, c'est investir ensemble, en gros. Enfin, du coup, exactement. OK. Donc, il y a cette notion de faire les choses ensemble. Et en effet, la Ouais. tokenisation, le but, c'est de faire les choses à plusieurs. Et ça, c'est parfait. Quel est vraiment le- l'objectif et la, qu'est-ce que, comment dire, le modèle d'Atoa? En quoi Atoa est différent des autres plateformes? Alors, on a forcément des liens de parenté avec beaucoup de choses et finalement on ressemble exactement à personne. Nous, on a poursuivi quelques objectifs qui ont amené finalement notre montage. Ce qu'on voulait, c'était quelque chose qui soit simple, quelque chose qui soit inclusif. Quand je dis inclusif, c'est que tu puisses investir avec Atoa, mais que tes parents et les miens puissent investir aussi. Donc quelque chose qui soit accessible en étant très low tech finalement et où on puisse s'amuser quand on est à l'aise avec la blockchain et avec ses cas d'usage. On voulait une très forte protection de l'investisseur parce que voilà, faire des modèles où l'investisseur est très peu protégé, bah, c'est simple, mais ça nécessite deux choses qu'on voulait pas. La première, c'est qu'on soit obligé de nous faire confiance de fait sans nous connaître. Et la deuxième, c'est de partir du principe que tout allait toujours bien se passer. Et le contexte de l'immobilier en ce moment, et encore plus fortement sur l'immobilier tertiaire que sur le résidentiel, nous montre qu'il y a un an, on pensait que tout allait bien et qu'un an après, les conditions ont un tout petit peu changé. Voilà. Et donc, quand on est responsable et qu'on prévoit ce genre de choses, il faut faire quelque chose qui protège très fortement l'investisseur. Et on avait aussi envie que tous les services, et en particulier un marché secondaire, soient facilement accessibles à tous les clients. Et pour nous, la meilleure façon de faire ça, c'était de construire un jeton qui soit un jeton utilitaire. Donc, on a conçu notre jeton pour ça. On a présenté ça à l'AMF avec qui on discute depuis de nombreux mois. Parce qu'effectivement, si tu es bien un jeton utilitaire, tu peux demander un enregistrement PSAN pour opérer ton marché secondaire. Voilà. Donc, c'est un peu ça l'objectif qu'on poursuit. Et tout ça, finalement, nous a amené à notre montage. Et donc, notre montage, c'est quoi? C'est que quand tu achètes un jeton chez nous, il y a, on va dire, trois droits fondamentaux dans ton jeton. Le premier, bah, c'est de percevoir ta quote-part de revenus. Donc, si tu as acheté 1% des tokens d'un bien, tu perçois 1% du cash qui est généré par ce bien chaque mois. La deuxième, c'est de pouvoir utiliser ce que tu perçois soit pour des services, soit pour réinvestir, soit pour du cash out. Quand je dis service, c'est par exemple occuper des jours dans des lots qui sont dédiés à de la location courte durée. Et la troisième, qui est probablement la plus différenciante chez nous, c'est cette fameuse sécurité de l'investisseur. Donc, nous, notre façon de le faire, ça a été de dire, je vais placer l'actif dans ce qu'on appelle une fiducie sûreté, et on y reviendra certainement parce que je pense que ça intéresse beaucoup de monde et c'est quelque chose qui est encore assez peu connu en France, contrairement à chez nos voisins. Et donc, quand tu possèdes 1% des jetons d'un projet, tu as 1% de ce qu'on appelle les droits de bénéficiaire sur la fiducie sûreté. Et donc, c'est ce qui garantit que toi, investisseur token holder, tu as la main sur l'actif réel sur lequel tu as investi. C'est le fait que tu as la main sur le véhicule auquel nous, on va donner la propriété. Ok, on va revenir à la fiducie juste après, parce qu'en effet, c'est un point quand même très important. Juste avant, tu nous as parlé que du coup, ça s'adressait à Madame Tout le Monde, hein, donc à ma mère, à ma tante Et à la et bon. mienne, Et voilà, bon, pas mes filles, elles sont trop jeunes, il faut avoir 18 ans, je pense. Mais en tout cas, et tu as parlé aussi, en tout cas, tu as évoqué le token, donc la blockchain. Et clairement, si je parle de blockchain à ma mère, elle comprendra rien. Donc, elle va avoir peur. Et pour avoir déjà parlé avec des gens, bon, sans évoquer, voilà, Richie notamment, c'est que t'es que blockchain. Et clairement, les gens ne veulent pas aller là-dessus parce que ça parle de blockchain. Comment aujourd'hui, enfin, comment séduire justement ces personnes qui ne connaissent pas du tout la blockchain? nous, notre philosophie, ça a été de dire que ces personnes-là, si elles avaient dû être séduites par la blockchain, elles y seraient déjà. Donc, on a pris un peu le contre-pied. On s'est dit, la blockchain, elle véhicule des valeurs fortes. C'est détenir ses jetons, détenir ses actifs, la décentralisation, la capacité à avoir une information transparente. Sauf qu'on a tendance à rapidement oublier
que tout le monde n'est pas prêt pour ça, que tout le monde n'a pas envie de ça. Et quand je dis pas envie de ça, c'est aussi pas envie du stress. C'est-à-dire que finalement, j'ai mes tokens immobiliers, mes crypto-monnaies ou autres dans ma Ledger qui est chez moi. Bah, c'est le même stress que quand j'avais du cash autrefois sous mon matelas ou un petit lingot d'or à la cave. Et donc, bah, j'ai la trouille parce que finalement, personne ne vient faire ce travail de sécurité pour moi qui petit à petit a été délégué à des institutions financières. Donc, tout le monde n'a pas envie de ça. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'était mettre en place quelque chose qui pouvait être très centralisé, très Web 2 pour des gens qui voilà, avaient besoin de choses très très light. Et donc, je vais l'illustrer concrètement et de proposer tout ce que la blockchain a apporté pour des gens qui avaient envie d'y aller. Et dans un monde idéal, ce qu'on aimerait, c'est que bah, des gens qui abordent Atoa par finalement l'expérience très centralisée, petit à petit, aient envie d'en savoir plus et envie d'aller plus loin et que quelque part on contribue à l'adoption parce que les gens se disent bah tiens j'ai investi sur des projets, ça se passe bien, j'ai mes petits versements qui arrivent de façon régulière, j'ai peut-être ma première opération qui s'est revendue, mais quand même je vois que les autres de la communauté ils n'arrêtent pas de parler d'usage qu'ils font avec leurs jetons, bah, j'ai envie d'aller plus loin. Voilà. Idéalement c'est ça qu'on aimerait. Alors quand je parle de choses très simples, c'est que bah, en fait chez nous on peut arriver, créer son compte, faire son KYC et cliquer sur un projet, lire les informations, lire le BP, dire je veux souscrire, je souscris à 10 parts de 50 euros, payer ces 500 euros par virement, par CB, ce qu'on veut, et s'arrêter là. Et finalement, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est noté dans le registre et on sera connu du smart contract en disant bah, telle personne a investi 500 euros sur ce projet. Mais cette personne-là, quand on va lui dire où sont tes tokens, elle va se connecter, cliquer sur mon compte, avoir une photo miniature de l'immeuble avec vous avez acheté 10 jetons de 50 euros marqués à côté, et elle va dire bah voilà, ils sont là. Alors, évidemment, ils sont pas là. Évidemment que là, on est dans une situation de registre de titres classique très Web 2, mais c'est une première étape et cette personne-là, si elle veut s'arrêter juste à l'étape de j'ai investi, elle va toucher son revenu. La personne plus experte, elle, va évidemment, aura renseigné son adresse de wallet sur son compte client, va se connecter au smart contract, récupérer ses jetons et les utiliser pour d'autres choses comme du prêt sur collatéral ou autre qu'on a en projet pour la suite. Voilà, et c'est comme ça que on veut faire cohabiter bah, des gens qui vont aller très peu loin dans l'expérience, d'autres qui vont aller très loin, et à nouveau en espérant permettre aux premiers de petit à petit, on va dire monter en compétence, parce que c'est une vraie montée en compétence d'être à l'aise sur la blockchain et d'accéder à plus de choses. Du coup, vous offrez carte bleue, virement. Et Oui. du coup, pour ceux qui sont plus à l'aise avec la blockchain, vous offrez le paiement via blockchain ou pas? Alors, on va avoir du paiement crypto avec un certain nombre de cryptos qui sont prises. Donc, on est en train de discuter avec divers partenaires pour ça en ce moment, pour rendre ça fluide, pour ensuite faire un projet d'intégration. Parce que il y a aussi un autre élément, c'est que pour prendre du paiement crypto versus prendre de la CB ou du virement, bah, les exigences de KYC du client sont plus élevées. Voilà. Donc, il y a parfois une réputation un peu sulfureuse des cryptos, mais voilà, pour ceux qui ne sauraient pas, le KYC est plus exigeant pour accepter un paiement crypto que pour ouvrir un compte bancaire. Ok. Et du coup, on peut savoir sur quelle blockchain ce sera ou... Alors, pour la partie paiement, l'objectif c'est que ce soit multi-chain, c'est pas d'accepter des jetons que sur une blockchain. En revanche, effectivement, sur la blockchain sur laquelle seront émis nos jetons, ce sera sur Polygon. Ok. Voilà. Et ça sera d'ailleurs live dans pas très longtemps puisque le développement de nos smart contracts est terminé et là la seule chose qui manque pour qu'on rende ça opérationnel pour nos clients c'est l'audit de sécurité. Donc on est aussi en train de choisir le partenaire d'audit en ce moment. Ça marche. On va revenir à fiducie. Quelle est la différence entre une hypothèque et une fiducie du coup? Est-ce que la fiducie est mieux que l'hypothèque? De premier rang, bien sûr, je pourrais, mais
Voilà. Dis-nous tout. Dites-nous tout. Alors, évidemment, nous, on va te répondre oui. De façon générale, on va dire que le marché, les professionnels s'accordent là-dessus, puisque la fiducie sûreté qu'on utilise, son petit nom courant, c'est la reine des sûretés. Voilà, donc c'est réputé être la sûreté la plus forte pour l'investisseur. Alors, il y a des raisons tangibles à ça. Alors, finalement, une fiducie, comment ça marche? Pour les gens qui sont à l'aise avec la blockchain, la fiducie et le fiduciaire qui l'administre, c'est la version vivante d'un smart contract. Ça fonctionne exactement de la même façon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on crée la fiducie, qui est un véhicule juridique. C'est pas une société, c'est pas une association, c'est un objet juridique qui a son statut à lui. Donc, on crée cette fiducie. Et donc, quand on crée cette fiducie, on est le constituant. Donc, c'est Atoa le constituant. On fait créer ça par un fiduciaire, qui est un métier réglementé. Les deux professions en France qui ont le plus de facilité à l'aide, c'est les avocats et les banques. Donc nous, c'est un cabinet d'avocats qui est notre fiduciaire. Et le troisième larron du montage, c'est les bénéficiaires. Et donc dans ce cas-là, ce sont nos porteurs de jetons qui sont des bénéficiaires. Donc concrètement, comment ça marche? La fiducie est créée. Nous, on transfère la propriété d'un actif à la fiducie. Donc là, typiquement, notre premier immeuble à Niort, il est encapsulé dans une société qui a été créée pour porter l'immeuble. Donc on donne la propriété de la société à la fiducie. La fiducie derrière, elle est régie par un contrat de fiducie qui est à nouveau une rédaction comme un smart contract. Donc elle dit quoi? Elle dit voilà, voilà quels sont les engagements d'Atoa. Je reçois l'actif en garantie et si alors, si Atoa fait défaut, si pendant, alors nous on a mis 3 mois, si pendant 3 mois il y a de l'argent qui est distribuable et qu'il est pas distribué au token holder. Voilà, c'est vraiment un if then. Donc il y a toutes les conditions de non-respect entre guillemets de ce qui est prévu. Et si une de ces conditions apparaît, soit le fiduciaire s'en rend compte, soit un token holder, n'importe lequel, même un token holder qui a un seul jeton, saisit le fiduciaire en disant attendez monsieur le fiduciaire, moi je suis pas d'accord, il y a ça qui est prévu, c'est pas respecté. Et à ce moment-là, le fiduciaire constate qu'effectivement il y a un manquement et il est en capacité de vendre l'actif et de redistribuer les fonds au prorata évidemment des jetons dont chacun dispose. Alors les différences fortes par rapport à l'hypothèque, la première c'est que il n'y a pas de délai administratif ou il n'y a pas de décision judiciaire ou il n'y a pas de sujet de liquidation qui va venir activer l'hypothèque. Là il y a des conditions qui sont déjà prévues au départ et le fiduciaire il a déjà le pouvoir d'exécuter le contrat dès qu'il constate que quelque chose dysfonctionne. Donc c'est extrêmement réactif. Potentiellement, ça fait intervenir moins de personnes pour activer. Donc, qui dit moins de personnes qui interviennent, ça veut dire que ça coûte un petit peu moins cher. Donc, que l'argent qui reste à distribuer au bout est plus important. Voilà, donc c'est l'efficacité du modèle qui fait que c'est considéré comme la reine des sûretés. Et le deuxième point, c'est que quand il y a une hypothèque, le bien, il est dans le patrimoine de la société et il y a une hypothèque dessus. Là, le bien, il ne nous appartient pas. Ça veut dire que même dans le cadre d'une liquidation, jamais personne ne pourra dire je veux vendre les biens immobiliers pour solder les dettes d'Atoa. La propriété de l'actif, c'est la fiducie et la fiducie, elle le détient pour le compte des bénéficiaires. Du coup, il y aura une fiducie par bien, si je comprends bien. Alors oui, en tout cas pour l'instant le montage sur lequel nous on est parti est d'une fiducie par bien. Il existe des montages différents où tu as une fiducie qui est compartimentée. On n'a pas forcément été complètement convaincu par ce montage-là. Ceci dit, on n'est pas des experts. Hein. La fiducie, il y a peu d'experts en France. Donc, on pourra éventuellement rediscuter le moment venu. Mais nous, pour l'instant, le montage sur lequel on est parti et qu'on a chiffré, c'est un bien détenu par une société dans une fiducie. Ok. Et par exemple, là, il y a 2 tranches sur Niort. Alors, on va discuter après de Niort. Ouais. Mais du coup, il y a 2 tranches. Donc, ça veut dire que ces 2 tranches, malgré tout, sont dans la même fiducie. Parce que ça reste le même bien. Exactement. En fait, c'est le même projet. Le tout sera fusionné et effectivement, les clients seront bénéficiaires d'une seule fiducie dans laquelle il y aura Niort.
Ça marche. Bah, du coup, on va parler de Niort. Pourquoi Niort? Pourquoi ce bien? En quoi ce bien est un bien? Enfin, pourquoi avoir proposé ce premier bien, The One? Et pourquoi, voilà. Et en quoi c'était le bon bien pour lancer à toi? Alors juste pour revenir un tout petit peu aussi sur un des points un peu différenciants d'Atoa, c'est aussi sur notre stratégie immobilière. Comme l'avait dit Mehdi, nous, on vise des biens à impact. Donc, qu'est-ce qu'on appelle bien à impact? Pour l'immobilier, ça va être principalement des actifs sur lesquels on va vraiment on va pouvoir apporter de la valeur ajoutée, et notamment au travers des travaux, notamment travaux de rénovation énergétique, amélioration du bien, gagner des mètres carrés, voilà, vraiment créer de la valeur sur l'actif, sur toute la durée de détention. Et donc, on est parti avec cette idée en tête. Donc, c'est vrai que moi, j'ai l'habitude de faire des grosses rénovations complètes d'immeubles. On s'est dit que pour lancer le premier projet, c'était peut-être un petit peu ambitieux. Donc, on a cherché un bon compromis entre cette envie de vraiment trouver un actif sur lequel on va pouvoir créer de la valeur et la sécurisation du projet, à la fois pour l'investisseur et également pour nos tiers, hein, pour avoir justement, on parlera aussi peut-être de la dette, une banque qui nous suive, et l'ensemble des acteurs qui nous suivent sur ce projet. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à chercher un actif un peu dans son jus, on va dire, qui a besoin d'une rénovation relativement modeste, mais qui aura un vrai impact, notamment parce que ses performances en termes de DPE sont pas très bonnes. Donc là, c'était le cas, hein. C'est un actif sur lequel on a 5 lots, avec deux lots en D et les autres entre F et G. Donc sur lequel il y a un vrai travail pour améliorer la performance énergétique. Et on voulait un actif quand même à rendement, puisque l'objectif, c'est quand même qu'on puisse distribuer du rendement à nos détenteurs de tokens. Donc, de fait, on partait sur des villes plus petites que les grandes métropoles régionales. Niort faisait vraiment partie de ces quelques villes moyennes, un peu pépites, parce qu'elles ont un prix au mètre carré aux alentours de 2 000 €, donc relativement bas, avec une très forte tension locative. Et donc, c'est comme ça qu'on a déniché, enfin, c'est surtout Gary, donc notre troisième sourceur, qui a déniché cet actif qui correspondait bien. On est en hyper centre-ville de Niort, donc en termes de localisation dans la ville, on ne peut pas être mieux situé. On est sur un bel immeuble en pierre de taille, donc vraiment d'un point de vue structure, il est impeccable. Il était partiellement loué, au début complètement loué, et au fur et à mesure, il y a des locataires qui sont partis, donc ça permettait au départ des locataires de rénover les lots, de les améliorer, d'améliorer la performance énergétique, de les meubler et donc de les relouer dans de bien meilleures conditions. Donc voilà un petit peu la typologie de cet actif. Et en le visitant, en plus, on s'est aperçu que au rez-de-chaussée, on avait un petit studio de 14 mètres carrés, plutôt moche, mais avec une petite terrasse, donc relativement sympa. Et surtout, derrière l'un des murs, on avait 20 mètres carrés complètement inutilisés, qui se retrouvaient être l'arrière des garages, parce qu'on a 2 garages. Donc vraiment 20 mètres carrés qui ne servaient à rien, et on avait juste une cloison à abattre pour récupérer ces 20 mètres carrés dans le studio. Donc c'est comme ça qu'on a développé aussi un projet d'extension sur ce lot au rez-de-chaussée, qui sera pour faire de la location courte durée, et qui fera voilà une trentaine de mètres carrés au final. Et donc on transforme ce petit studio en un T2. On a gagné 20 mètres carrés au passage. Non, parfait. Et en fait, ce que j'aime bien dans la Toa, je vous le dis tout de suite, mais en fait, c'est que ça ressemble à. Enfin, moi, à titre perso, je possède un immeuble aussi, mais en fait, ça ressemble vraiment à ce qu'on peut vivre dans le réel, dans l'immobilier. En fait, souvent, les projets, c'est des projets clés. Le truc est déjà tout fait, ça va être comme ça, et c'est assez figé. Bon, il y a de la vacance locative, les locataires ils partent, mais c'est assez figé. Vous prenez un bien,
et vous réfléchissez. Alors là, on va faire de la courte durée. Là, on va faire du meublé. Là, on va faire des travaux pour améliorer. En fait, il y a des, en fait, en fait, ça me rassure parce qu'en fait, j'ai l'impression de vivre ce que moi j'ai pu vivre sur des biens. Et enfin, ça semble réel en fait. C'est vraiment c'est du réel. Et souvent, ce qu'on peut reprocher sur des biens qu'on achète, c'est c'est derrière un écran, on clique et en fait, on achète un token, on achète quelque chose, on sait pas trop. Et là, en fait, je me sens ouais, j'ai l'impression de vivre la chose et vraiment c'est ce qui me plaît dans votre projet. Donc ça fait vraiment partie des choses qui me plaisent vraiment et enfin, là Guillemette t'a envoyé un mail récemment pour nous informer aussi. Voilà, là il y a des locataires qui partent. Du coup, on va pouvoir commencer à faire des travaux et on va pouvoir commencer à aller dans enfin, dans ce qu'on avait prévu. Et voilà, moi c'est ce qui vraiment je trouve que c'est le gros plus. Enfin, à part la fiducie et tout ça, encore une fois, mais c'est que ça me met dans le réel en fait. Et je c'est pas juste derrière mon écran, j'investis sur un bien et j'investis dans quelque chose de concret en tout cas. Bah, écoute, oui, bah, tu sais que dans l'équipe, et même Mehdi, hein, on est tous investisseurs immobiliers. Donc, Gary et moi, peut-être un peu plus que Mehdi, parce qu'effectivement, on fait des immeubles, on a fait des rénovations. Donc, je pense on a vu pas mal de sujets dans notre expérience. Et ce qu'on voulait vraiment, enfin, moi, en tout cas, à titre personnel, moi, je fais des club deals. Donc, les club deals, c'est une dizaine, une quinzaine de personnes qui co-investissent ensemble. Donc, on se réunit, on prend des décisions stratégiques, etc. Et là, en passant au token, moi, je voulais rendre le club deal plus accessible, mais en même temps sans perdre complètement cette idée d'association et de faire les projets ensemble. Ce qui peut paraître difficile parce que, comme tu le dis, on est de l'autre côté de l'écran, on clique, on met des tokens dans son panier. Ça peut être un petit peu abstrait. Mais c'est vrai que toute notre réflexion, et aussi en termes de montage, on l'a vraiment fait en disant on peut pas vous donner des petites parts de propriété parce que on peut pas tokeniser la propriété aujourd'hui. C'est légalement pas, juridiquement pas faisable. Mais essayons de trouver un montage qui s'en rapproche le plus possible. Et Mehdi disait que la fiducie, c'était la reine des sûretés. Elle a un autre petit nom, c'est de la quasi-propriété. Et je pense que, sans vouloir dénigrer, mais par rapport à tous les montages qui sont en modèle obligataire, pour moi, alors je sais pas, c'est peut-être plus psychologique qu'autre chose, mais investir dans une obligation, c'est investir dans de la dette, c'est pas de l'immobilier. Même s'il y a un sous-jacent immobilier, c'est pas la même chose que d'investir dans de l'immobilier. Et je pense avec notre montage et cette philosophie, on a vraiment voulu garder cette idée d'associer les détenteurs de tokens, la communauté, à des projets qu'on va essayer de leur faire vivre sur la durée. Et après, c'est vrai qu'on n'a pas la prétention de dire que notre modèle ou que, on va dire, les projets de tokenisation ou de fractionnement vont remplacer intégralement la propriété. C'est pas du tout notre vision des choses. Évidemment que être propriétaire d'un bien, peut-être sa résidence principale, c'est souvent un projet de vie. Être investisseur en direct, c'est aussi quelque chose de différent, qui a des avantages de gérer soi-même, qui a des inconvénients de porter les ennuis soi-même. Voilà, donc c'est des propositions de valeur qui sont un peu différentes. En revanche, une chose qui nous tient à cœur, c'est de dire aussi, alors, tu as dit ça ressemble à la vraie vie. Oui, ça ressemble à la vraie vie parce que euh, finalement, si on va faire une dizaine de chaînes ou de comptes de créateurs de contenu, le premier ne va jurer que par des toutes petites villes de province, le deuxième ne va jurer que par du patrimonial de grandes villes, le troisième ne va jurer que pas de la courte durée. Et donc finalement, on se met aussi à la place de quelqu'un qui découvre l'investissement immobilier et qui se dit mais je comprends rien. En fait, chaque fois que je suis quelqu'un de différent, on me dit l'inverse et donc je suis un peu perdu. Nous, ce qu'on veut aussi apporter à notre communauté, c'est de dire, euh, il y a des formations, il y a des contenus, vous suivez plusieurs personnes, il y a des avis un peu différents.
Bah, chez nous, quelqu'un qui met 100 euros sur un patrimonial cœur de grande ville, qui met 100 euros sur un The One à Niort, qui demain met 100 euros sur une autre typologie de bien, bah, ce qu'on veut, c'est qu'il expérimente à toute petite échelle ce qui lui arriverait si au lieu de mettre 100 euros, il avait mis 100 000, 200 000, 500 000 tout seul. Et donc finalement, on aide aussi notre communauté à se forger des convictions pour ceux qui n'en ont pas encore. Donc on n'a pas du tout la vision d'être monotypologie d'actifs. Voilà, nous on est là pour que les gens vivent à petite échelle divers investissements immobiliers, qu'ils apprennent sur le tas, que finalement en partageant les difficultés, ils disent ah ouais donc si j'avais été tout seul sur cet immeuble, bah il me serait arrivé la même chose. Voilà, et finalement il y a aussi une forme de montée en compétences, alors très modestement, hein, chacun à sa place, on n'est pas formateur. Voilà, mais ce côté vraie vie, il a aussi cette vocation de permettre aux gens de se dire, bah, le jour où je fais tout seul, il faut que je me prépare à ça. Ça marche. Du coup, on va revenir après aussi sur les typologies de biens. En tout cas, ce que vous allez changer on va dire de projet. Peut-être vous allez faire du commercial par la suite ou pas. En tout cas, on va en parler juste après. Mais juste qu'on revienne sur le projet de New York. Comment s'est passée la première tranche? Comment, en tout cas, vous jugez que ça s'est passé? Comment, et aussi après, on va parler de la seconde tranche, à quoi elle sert et quelles sont vos ambitions et les deadlines aussi. Bah, la première tranche, bah, c'est plutôt bien passé. Donc, c'était une tranche qui avait principalement pour objectif de réunir les fonds propres pour pouvoir acquérir l'actif avec un complément d'aide bancaire et de pouvoir réaliser au moins la rénovation du lot 3. Donc, on savait qu'il se libérait, qui s'est libéré pendant la durée de la promesse. Donc c'est un peu 126 000 euros qui ont été souscrits en 6 semaines. Donc pour un lancement, on était plutôt contents. Donc aujourd'hui sur cette première tranche 213 investisseurs individuels qui ont investi. Voilà, et je sais pas, mais tu veux en rajouter Ça fait un ticket moyen de 500 euros, c'est pas mal, un hein, peu plus de pour un 500 lancement. euros, ouais. C'est pas mal, hein. Souvent, on met un petit ticket juste pour voir et tout ça, mais non, 500 euros pour un lancement, c'est Alors plutôt très positif. on a un écart type très large, hein. Il y Mais je me a doute. beaucoup de personnes qui ont testé avec effectivement un token à 50 euros. Et après, bon, on avait des gens qui soit nous suivaient depuis plus longtemps, soit nous connaissaient par ailleurs, qui ont mis des tickets plus importants. J'avoue, je suis à 50 euros, je suis désolé. Mais la Ah non. tranche, la deuxième tranche, là, je vais mettre un petit ticket plus important. Oui, on a une cohabitation de personnes qui ont mis un petit orteil dans la piscine pour sentir la température de l'eau, voilà, et d'autres qui sont allés plus franchement. Après, je pense que ce qu'on peut dire aussi, on est assez fiers de ça, c'est qu'on a aussi une grande partie de nos investisseurs, en particulier ceux qui ont mis des tickets importants, qui sont des gens qui sont des investisseurs immobiliers traditionnels pour lesquels la blockchain, le Bitcoin, c'était des choses assez obscures et qui là se sont dit, bah tiens, c'est l'occasion de découvrir ce monde-là via quelque chose que je comprends et sur lequel je suis à l'aise. De toute façon, je pense que c'est essentiel aujourd'hui, hein. Enfin, je parle d'autres plateformes. Il y a des plateformes qui se sont basées trop sur une communauté crypto, blockchain, et on voit qu'ils n'y arrivent pas parce que si on va pas sur le monde traditionnel, je pense, c'est des experts un peu, peut-être plus d'ailleurs, c'est intéressant de savoir, est-ce que vous avez fait appel à des CGP ou de ce genre de choses ou pas du tout? Alors, on a eu des discussions avec CGP et CIF par rapport à ça. Mhm. Euh, donc, déjà, on est content parce que c'est des gens qui sont venus s'intéresser à ce qu'on faisait. Et je vais être très clair, c'est la fiducie qui a fait qu'ils sont venus s'intéresser à ce qu'on fait parce que bah, ils connaissent bien leur métier, ils savent la sécurité que ça mène à leurs clients parce qu'ils engagent un peu leur réputation de parler d'un projet comme nous. Maintenant, l'essentiel quand même de la souscription de la tranche 1,
C'est des personnes qui sont venues par, on va dire, de l'acquisition digitale, des gens qui ont participé à des lives qu'on a organisés pour expliquer le modèle et expliquer ce qu'on allait faire sur Niort. D'ailleurs, il y a un de ces lives qui est sur la page projet. Donc finalement, quelqu'un qui a pas pu y assister, il peut se repasser la vidéo YouTube, alors qui est un peu longue, mais on n'explique pas ce qu'on fait sur un immeuble comme Niort en 2 minutes. Sinon, c'est pas la vraie vie, comme tu disais si bien. Parfait. Du coup, là, sur la tranche 2, du coup, c'est principalement pour faire des travaux. Est-ce que, du coup, le projet peut durer, peu importe, on va dire, sur une durée plusieurs mois, voire années, ou il y a quand même une deadline sur cette partie? Alors non, alors déjà il va pas durer plusieurs années parce que Non. voilà, parce que ça fonctionne pas. Alors effectivement, la souscription peut durer plusieurs mois. Là, on a dû collecter 21-22% du montant qui est recherché, donc ça va un petit peu plus vite qu'avoir besoin de plusieurs années. Voilà, on a encore nous des événements à organiser autour de ça. Et voilà. Et en revanche, une réflexion qu'on a avec Guillemette et sur laquelle je pense qu'on communiquera dans les tout prochains jours, c'est de se dire bah, finalement, il faut pas que les souscripteurs qui sont rentrés tôt sur la tranche 2, bah, finalement leur argent soit improductif jusqu'à ce que la tranche 2 soit bouclée. Donc on va leur communiquer quelque chose là-dessus, parce que sinon finalement l'effet pervers de ça aussi pour nous, c'est qu'on pourrait avoir plein de gens qui ont envie d'investir et qui finalement attendent elle soit à 80 ou 90% pour y aller. Voilà, donc on va communiquer là-dessus parce que évidemment quand on commercialise des biens en une journée, on n'a pas ce sujet-là, mais on est encore un jeune projet, c'est un peu plus long, donc il faut qu'on s'adapte à cet état de fait. Alors, c'était peut-être ma deuxième question. C'était du coup, ceux qui investissent sur la tranche 2, est-ce qu'ils touchent une part du loyer aujourd'hui ou pas? Alors non, ils touchent pas une part du loyer aujourd'hui, on va dire dans le côté versement récurrent, parce que bah, la tranche elle est déclarée et elle se clôture bah, quand on la clôt. Voilà, donc la réflexion qu'on a, c'est de dire effectivement, bah, l'immeuble il va être là, il a ses locataires, il va produire déjà du rendement. Donc c'est, on va dire une forme de bonus ou de rattrapage, si tu veux, de ce loyer une fois que c'est clôturé. Voilà, donc basiquement. Ce qu'on est en train de regarder, c'est bah, est-ce que une personne qui a souscrit le 1er octobre, bah, si finalement la tranche 2, elle est clôturée le 31 décembre. Au-delà des différents cashbacks et autres, bah, c'est est-ce que au premier versement, on lui verse pas bah, ce qu'elle aurait touché comme loyer sur octobre, novembre, décembre. Voilà. Donc on réfléchit à ce genre de choses. À nouveau, c'est pas sec, donc il y a un petit peu de primeur pour toi, mais c'est pas encore sec. Et donc quand on sera sec sur ce sujet, on communiquera effectivement à l'ensemble de la communauté. Parfait. Bah, du coup, il va falloir que j'investisse juste après, hein. J'irai juste après. Oui, puisque Euh, comme tu as vu, du coup, là, on a les premiers versements de crédit qui c'est demain, je arrivent, crois. voilà, qui arrivent demain, Enfin, du coup, on petit à est petit. lundi 9 aujourd'hui. Lundi 9, donc Ouais. premier versement le 10-18. Exactement. C'est quoi les prochaines étapes pour toi? Ah, alors, il y en a beaucoup. Alors la première, alors pardon, elle fait pas rêver, mais elle est ô combien importante. C'est que les trains arrivent à l'heure. Donc c'est la mise en place de tout ce qu'on vient de se dire sur Niort. Donc c'est piloter les travaux, piloter les locataires, faire que les versements arrivent comme du papier à musique. Voilà. Alors pardon, à nouveau c'est pas ce qui fait le plus rêver, mais c'est ô combien important parce que c'est quand même finalement ça le cœur de ce que nos clients viennent chercher. Et après, donc on a globalement euh, trois sujets principaux. Si j'en oublie un, Guillemette me corrigera. Le premier, c'est que après nos beaux premiers mois d'activité, là, on a commencé les démarches pour lever des fonds, justement pour accélérer, pour que l'entreprise soit plus robuste et pour pouvoir accélérer. Le deuxième sujet, je t'ai parlé rapidement tout à l'heure j'ai prononcé le mot AMF, ben, c'est tout le volet régulatoire sur lequel on continue à travailler, puisqu'on a hâte de déposer notre demande d'enregistrement PSAN, mais pour ça, on a besoin d'un retour d'un autre service de l'AMF avec qui on discute en ce moment. Et le troisième sujet, c'est prochain projet.
très prochainement. On a des choses sur le feu. Ouais. Donc, on va pas pouvoir te Voilà. donner de scoop encore Non. aujourd'hui, mais oui, on regarde plusieurs choses. Alors juste si on peut dire, je pense que ça restera principalement du résidentiel. Mhm. Oui. Pour pas mal de raisons, mais surtout que il y a un énorme besoin de logement. Hein. Le déficit locatif est important, donc il y a des opportunités qui commencent à apparaître. Donc là, pour le moment encore du résidentiel et probablement des choses avec des travaux, mais il y aura peut-être des exclusivités aussi. On reste sur une moyenne ville. Alors, ça dépend des projets. D'accord. Ça dépend des projets. Voilà. Après, on n'a pas encore de projet, on va dire, cœur de grande ville. Parce que à nouveau, c'est des projets très particuliers. Voilà. Par contre, effectivement, alors que je dise pas de bêtises, ouais, tous les projets qu'on regarde là sont des projets sur soit ville moyenne, soit petite ville, mais dans un bassin d'emploi de très grosse ville. Ok. Et vous avez parlé un peu de côté écologique, là, refaire les biens et avoir moins d'impact carbone. Il y a pas mal d'aides d'État, justement, principalement sur des petites villes avec cœur de ville et autres. C'est des choses que vous allez essayer de toucher ou pas du tout, parce que c'est trop long, par exemple. Non, non, c'est des choses qui peuvent faire partie des business plans, tout à fait. Des subventions, notamment sur certains types de travaux avec les municipalités, notamment. Oui, bien sûr. Donc, c'est des choses qu'on regarde. Ok. Parfois, ça peut être Mm, décourageant quand on fait seul. Effectivement, à partir du moment où il y a, on va dire, un nœud de concentration comme nous, c'est vrai qu'on peut aussi professionnaliser un peu ce type de démarche et ça peut devenir un petit peu plus simple. Oui, c'est sûr. Pour avoir essayé, c'est mm. c'est une usine à gaz. Franchement, c'est très, très compliqué. Mais bon, je pense que là-dessus, vous devez avoir de l'expérience. Euh, du coup, on a parlé de ça. Ma question aussi, c'était pourquoi 50 euros? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 100? Pourquoi pas 1000? Alors, c'est une excellente question. Alors, pourquoi pas 1 euro ou 10 euros? Parce qu'à un moment donné, on fait quand même de l'immobilier, donc euh, on trouvait pas ça, on va dire, hyper cohérent de dire je vais faire de l'immobilier à 1 euro ou à 10 euros. Enfin voilà, ça me paraissait vraiment tout petit. Après, on a eu un débat clairement hein, de dire est-ce que c'est 50, est-ce que c'est 100, est-ce que c'est plus? Alors, ça s'est joué entre 50 et 100. Moi, j'aimais beaucoup le 50 pour deux raisons. Déjà, la première, c'est un peu dire je fais de l'immobilier pour un billet de 50 ou je fais de l'immobilier pour le prix d'un resto à deux, pour faire simple. Voilà. Après, on a aussi de l'admiration et du respect pour ce que fait un Realty qui est le leader, on va dire, du secteur d'activité de la tokenisation IMO. Voilà, et il a posé son standard à 50 dollars et on s'est dit, bah, finalement, si on hésite entre un 50 et un 100, ça peut être pas idiot d'être un peu sur un chiffre psychologique qui soit le même. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui ont convergé vers ce fameux 50. Après, on n'avait pas non plus envie d'aller au-dessus pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on veut que quelqu'un puisse chez nous se dire, bah tiens, il me reste un petit peu de sous ce mois-ci, je vais faire un peu d'IMO. Le mois prochain, j'en ai pas. Le mois d'après, j'en ai un petit peu. Donc, si on commence à dire qu'il faut avoir à la fin du mois 100, 200, 500 euros à consacrer à ça, ça s'appelle plus ce qui reste à la fin du mois. Ça s'appelle un vrai budget bloqué dans l'épargne. Et ensuite, voilà, les fondamentaux de ce que la tokenisation doit amener, c'est petits tickets d'entrée et liquidité. Donc pour nous, bah, si tu fais des choix
marketing, juridique, réglementaire qui hypothèque un des piliers de la tokenisation, c'est un peu dommage. Bon, bah, tu as évoqué Realty, du coup, savoir aussi, déjà, est-ce que ça vous dérange? Parce que j'ai lu ça, qu'on vous appelle un peu le Realty français. Est-ce que c'est gênant ou pas? Alors non, c'est pas du tout gênant. Après, on est tout petit, donc nous on a été plutôt honoré et gêné qu'autre chose qu'on nous appelle comme ça. Voilà, parce que même si alors que ce soit vu d'une grosse foncière de son hélicoptère, Realty et nous, c'est des tout petits points tout en bas au niveau du sol. Voilà. Après quand on zoome un peu, Realty c'est un gros point et nous on en est un minuscule. Donc évidemment être comparé à des gens qu'on respecte, qu'on apprécie, y compris à titre perso. Euh, voilà, c'est toujours un plaisir. Voilà, la première fois que la comparaison a été faite, j'ai envoyé un message à Jean-Marc en disant Jean-Marc, je suis désolé, j'ai vu ça, je suis un peu gêné, et puis il a été hyper sympa. Donc non, pas du tout. Et même si on est sur des montages très différents parce qu'on opère sur deux marchés différents, ce qui est possible juridiquement et réglementairement aux États-Unis ne l'est, je sais pas, je vais dire malheureusement pas, ne l'est en tout cas pas en Europe. Je pense qu'on se rejoint beaucoup en termes de philosophie. Voilà. Donc non, c'est plutôt un plaisir et un honneur d'avoir vu ça, un peu surprenant, mais un plaisir et un honneur plus ça qu'autre chose. Voilà, c'est que la communauté a un grand espoir sur Atoa. C'est que c'est bon signe, en tout cas. Oui, oui, on l'a pris très positivement aussi. Ça marche. Et du coup, par rapport à cette comparaison, est-ce que vous allez créer donc, marché secondaire, tout ce qui va être genre RMM? Alors, je sais que la législation n'est pas la même en Europe, mais est-ce que c'est dans la roadmap, tout ça? Alors oui, c'est dans la roadmap. Donc à nouveau sur le marché secondaire, même d'ailleurs sur on va dire un équivalent RMM, ça nécessite d'avoir pu décrocher l'enregistrement PSAN. Voilà, parce qu'à nouveau c'est toujours ça qu'on vise. Euh, Après, on a une vision, en tout cas pour l'instant, moins puriste blockchain que ce que Realty a choisi de faire. Je te l'ai illustré sur la partie, on va dire, prêt sur collatéral. Nous, on a commencé à discuter avec des acteurs financiers qui sont intéressés parce que justement la robustesse de la fiducie fait qu'ils se disent ok le token a une valeur intrinsèque extrêmement forte, donc moi je suis intéressé pour prendre ce token en collatéral et accorder un prêt en face. Donc finalement on est dans une vision qui est plus proche de la finance centralisée que de la finance décentralisée. On a plutôt fait ce choix-là à nouveau parce que les trois personnes qui participent à cette discussion sont habitués à la DeFi, sont habitués euh, aux, aux problématiques de liquidité. Les moments il y en a beaucoup, les moments il y en a pas assez. Les impacts que ça peut avoir sur le taux auquel tu empruntes contre ton collatéral. Mais quand on est dans une vision à nouveau où on veut permettre à mes parents et aux tiens et à ceux de Guillemette d'investir, pour eux un prêt c'est pas un truc dont le taux d'intérêt peut être multiplié par 5 ou par 6 parce que tu approches du bout de ta liquidité. Et donc, on se dit que pour un modèle avec cette ambition d'adoption, c'était bien de pouvoir s'appuyer aussi sur un acteur qui va amener beaucoup de liquidité parce que justement, il prête sans risque, vu qu'on lui donne une garantie forte en collatéral. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'ira pas sur la DeFi. Ne fait pas dire ce que je n'ai pas dit, mais on regarde aussi beaucoup ça, à nouveau dans cette logique de dire il faut faire cohabiter tous les types d'investisseurs dans notre solution. Bon, c'est des super nouvelles, ça. On a hâte que ça sorte et que, en tout cas, des beaux projets. J'aimerais après qu'on parle du prêt, parce que pareil, c'est aussi assez rare, honnêtement. Les autres acteurs, en général, ne proposent pas de prêt. Pourquoi avoir fait ce choix et quel est l'intérêt pour les investisseurs? Ouais, le choix du prêt, c'était aussi un peu à une autre période. Le marché a un peu changé depuis.
L'idée, c'était de profiter de l'effet de levier bancaire tant qu'il était possible. Donc là, ça s'y prêtait bien pour nous permettre de faire comme une opération relativement importante, même à notre démarrage. Ce qui a été le cas, hein, puisqu'on a emprunté 280 000 euros, voilà, et on en a levé 126 en token. Donc ça nous a permis de pouvoir faire l'acquisition du bien. Aujourd'hui, je ne peux pas mettre ma main à couper que le financement bancaire va être pérenne et reproductible sur tous les actifs. Ça a été sans rien divulguer, ça a été assez compliqué d'arriver au bout du prêt bancaire pour le premier actif. Voilà, le montage est quand même complexe pour une banque. Donc, bon, voilà, on est ravis que cette banque nous ait fait confiance pour cette première opération. Je ne suis pas sûre qu'il y en aura une deuxième avec eux. Et à voir après pour d'autres opérations. Donc, rien de définitif sur le sujet. Ça sera relativement opportuniste. Vous avez obtenu un taux à combien? C'est dans les infos, hein, mais... Alors, dans les infos, on a communiqué à un taux indicatif dans le BP. Après, on n'a pas le droit de communiquer tout ce qui est les conditions contractuelles de l'entreprise. C'est quelque chose qu'on pourra communiquer aux investisseurs du bien, mais c'est pas des informations qu'on peut communiquer publiquement. En tout cas, à ce stade, c'était encore intéressant. Comme l'a dit Guillemette, je ne suis pas sûr qu'avec la dégradation des conditions depuis et celle qui est encore anticipée ces tout prochains mois, ce soit encore intéressant. Voilà. Mais nous là-dessus, et à nouveau, je vais reprendre ton terme de vraie vie, on n'a pas de dogme, on est opportuniste. Si les conditions font que mettre de l'effet de levier, ça vient booster le retour sur investissement pour nos clients, eh ben on en met. Et si les conditions ne sont pas bonnes, on n'en met pas. Alors, j'ai pas de boule de cristal, mais effectivement, peut-être que la meilleure configuration dans les prochains mois, ça pourrait être, je mets pas d'effet de levier, je suis en acquisition 100% cash, parce que aussi cette acquisition 100% cash, elle fait que j'ai un meilleur levier de négociation sur le prix de l'actif. Voilà. Donc, il y a une chose sur laquelle la communauté peut compter, c'est que ce qu'on proposera, ça sera toujours adapté au contexte du moment pour maximiser ce qu'on va proposer. Après, pour être honnête, moi j'aimais beaucoup le modèle avec prêt, parce que bon, déjà ça différenciait des autres, et c'est le fait que du coup, une part du rendement se fait aussi dans le futur. Donc du coup, encore une fois, en tant que Français où on est imposé à 30%, voilà, sans jugement, mais voilà, je juge juste que c'est quand même trop élevé. Mais en tout cas, voilà, on peut commencer à capitaliser, le token augmente par lui-même, et je trouve ça vraiment, ce modèle hyper intéressant, quoi. Et du coup, il y avait le côté effet de boule de neige, enfin, du coup, effet de levier, mais sur lequel on n'est pas imposé directement. Donc, c'était quand même un très bon point. Après, bon, on sait qu'avec le contexte actuel des taux, voilà, ça sera peut-être beaucoup moins intéressant. Donc, en effet. Alors, c'est les taux et c'est les conditions. C'est pas forcément que les taux, parce que bon, moi là-dessus, pour moi, les taux ne freinent pas forcément l'investissement. Mais là, très clairement, c'est les conditions voilà, d'étudier nos dossiers, c'est pas évident. L'apport, il est quand même assez important. Parce que du coup, on apporte en cash à quand même un certain montant. Donc, c'est quand même, je pense, un poids par rapport là-dessus. Mais... Oui, mais il faut aussi évangéliser. C'est aussi des modèles qui sont nouveaux, qui doivent être compris. Donc, il y a un peu de travail là-dessus. Et de toute façon, effet de levier ou pas, c'est vrai que par rapport à ce que tu viens de dire, ça reste valable. C'est-à-dire que quand tu dis il y a une part de ce qu'on génère qui est finalement un rendement différé, en tout cas une imposition différée, ça c'est quelque chose qui, avec ou sans effet de levier crédit, va rester dans notre philosophie. Alors évidemment aujourd'hui on a une belle communauté mais elle n'est pas encore immense. Mais quand je te disais que
on allait proposer de la diversité en termes de typologie de projet. Ça veut aussi dire que on peut proposer des projets où on va focaliser le projet sur le fait de distribuer le plus possible, au mois le mois, et on fera aussi des projets pour des personnes qui n'ont pas besoin de toucher du cash tous les mois et qui vont plutôt chercher à capitaliser. Voilà. Et c'est d'ailleurs entre autres ce qui différencie parfois des projets plus patrimoniaux de projets qui sont des projets de rendement. Donc ça, on y tient beaucoup. On n'est pas monoactif, monotypologie de projet. Voilà, c'est juste que pour que tout le monde y trouve son compte, bah, idéalement, si je mets en ligne un projet de chaque typologie que je viens de te donner la semaine prochaine, il faut aussi que j'ai la communauté pour que il y ait suffisamment de monde pour que ces deux projets partent parallèlement relativement vite. Idéalement, tu as des gens qui vont diversifier sur les deux, mais tu sais comme moi qu'il y a des gens qui sont très focalisés que sur le yield et il y en a qui vont être très focalisés sur le côté patrimonial du projet. Il y a beaucoup le yield, hein, quand même, malheureusement. Ouais. Mais bon, après, voilà. Encore une fois, je ne juge pas. Moi, ma stratégie, elle est un peu plus long terme, mais bon, je comprends. Et quand on a aussi une communauté qui vient de la crypto, souvent, c'est un peu plus court-termiste aussi. Mais bon, ça, après, comme vous avez dit, vous avez quand même aussi pas des instits, mais voilà, des gens aussi qui viennent vraiment de l'immobilier. Je pense clairement une vision plus long terme. Long terme. Vous avez encore un peu de temps ou pas? Oui, bien sûr. Avec plaisir. Pour parler un peu de la vision du contexte immobilier en France, donc avec votre expérience, savoir aussi vers où vous pensez que ça va aller. Bien sûr, on n'a pas de boule de cristal, hein, mais voilà. Est-ce que ça va continuer à baisser? Est-ce que ça baisse déjà? Enfin, encore une fois, vous faites des go, donc c'est vous qui êtes censé savoir, mais est-ce que ça baisse réellement? Est-ce que justement, en arrivant avec du cash, on en a parlé, est-ce que ça permet de faire vraiment des très très bonnes affaires? Voilà, quelle est ta vision? Peut-être plus guillemette, je pense. Oui, bah écoute, moi, ma vision, alors j'essaye de suivre un petit peu les prix. Alors c'est vrai que ça baisse franchement sur les grosses métropoles. Sur les petites, là, sur toutes les villes où moi je suis investie, pour le moment, les derniers chiffres que j'ai, ça ne baisse pas. Ça stagne. Niort, même, pour parler de Niort, même en très légère croissance encore sur les 3 derniers mois. Est-ce que ça va rester comme ça? Est-ce que ça va continuer à baisser? En toute logique, on devrait quand même avoir une baisse, notamment parce que le marché est complètement grippé en ce moment. Donc, ce qui se vend, c'est pas tout ce qui se vendait avant en termes de typologie de biens. Donc, ce qui se vend aujourd'hui, je pense que c'est des actifs qui sont plutôt de bonne qualité, sans trop de défauts, potentiellement même sans trop de travaux à réaliser. Et il va y avoir tous les autres qui sont aujourd'hui complètement en stand-by et qui ne se vendent pas. Et sur cela, moi, ce que j'espère, puisque nous, on est acheteurs, hein, c'est qu'effectivement, on va retrouver une marge de négociation qui soit un petit peu plus conséquente. Donc notamment tous les biens qu'on va appeler à défaut, les biens sur lesquels qui sont mal notés en termes de DPE, sur lesquels il y a des travaux à faire. J'espère que sur ces biens-là, je pense qu'on devrait retrouver un peu de marge de négociation et réussir à faire baisser un peu les prix par rapport à ce qu'ils étaient. Donc dans ces villes moyennes, mais potentiellement aussi dans les métropoles un petit peu plus grandes. Oui, moi je vois, hein, j'habite à côté de Paris, mais je vois sur les grosses villes, c'est à deux chiffres. Hein, donc, on prend Bordeaux, Paris, peut-être Lyon, c'est des grosses baisses. Et par contre, en effet, sur des petites villes où je suis investi, ouais, c'est flat, quoi, ça bouge pas trop. Hein, donc c'est assez paradoxal, hein, je vais dire presque. Enfin, non. Après, moi je suis ingénieur agro de formation, donc moi j'ai beaucoup regardé tout ce qui était cours annuel. Et il y a un truc que j'ai jamais oublié, c'est que le principe de fixation d'un prix, c'est fait en fonction d'une offre et d'une demande, jusqu'à nouvel ordre. Alors, pour moi, globalement, ça n'a
pas baissé ou pas beaucoup. Déjà, première chose, oui, ok, c'est super, on fait des articles de journaux avec Paris, Bordeaux, Lyon, etc. Enfin, si on dézoome à l'échelle de 5 ans, déjà, la courbe, elle a plus tout à fait la même tête, hein. C'est-à-dire qu'en fait, Sûr. même quand on est à 2 chiffres, on est sur une micro-correction par rapport à ce qui s'est passé depuis 5 ou 10 ans. Oui, non, mais enfin, j'en parlais sur une autre interview juste avant. Oui, ça a peut-être baissé depuis 10%, mais sur les 5 dernières années, ça avait pris 30-40%. Donc, Eh au ben oui, final, voilà. Donc déjà, première chose, que ce soit l'immobilier, la bourse, la crypto ou autre, première chose, je dézoome un tout petit peu pour relativiser un épiphénomène de quelques mois dans un marché. Ça c'est un premier point. Après, je trouve qu'on mélange beaucoup des choux et des carottes. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on me raconte que l'immobilier baisse, c'est la cata. Enfin, on a quand même aujourd'hui un secteur de la construction qui est dans une crise gravissime. Donc, on a moins de logements qui sortent de terre. On a des chantiers entiers qui sont à l'arrêt. Dans un pays où, jusqu'à nouvel ordre, la population croît encore, où le nombre de foyers augmente, parce que plus de séparations qui ont lieu même plus tard en termes d'âge, donc avec un peu plus de patrimoine, donc plus de capacité à se reloger. Donc on a une production qui baisse et une demande qui monte. Donc à partir du moment où on fait ce constat-là, on se dit bah en fait s'il y a une baisse, c'est à nouveau un épiphénomène. Euh, Contrairement à ce qui peut se parce que se loger est un besoin fondamental. Contrairement effectivement à ce qui peut se passer sur de l'immobilier commercial. Parce que si les difficultés budgétaires font que je vais au resto, au ciné ou m'acheter des vêtements 2 fois moins qu'avant, ça fait que cet établissement commercial-là, il a 2 fois moins de rendement qu'avant, et que donc le loyer qui est soutenable pour lui, il est 2 fois moins important. Et comme le calcul, c'est ce que me rapporte le loyer sur les murs, là, c'est frappé potentiellement de plein fouet économiquement. Donc, quand on mélange tout, on ne sait plus trop à quel sens se vouer. Voilà. Alors, néanmoins, quand le marché est bien portant, le commercial est très intéressant pour tout un tas de raisons. Là, je pense que dans le contexte actuel, il y a des épiphénomènes sur le résidentiel, mais que concrètement, ça baisse pas dès qu'on dézoome un peu. Ne serait-ce que parce que on a quand même des taux aujourd'hui qui sont entre 4 et 5 fois supérieurs à ce qu'ils étaient il y a un an. Je pense que si à un an, sur un plateau, on demandait qu'est-ce qui se passe si je multiplie les taux par 5, l'immobilier baisse de 20, 30, 40%. On va force est de constater que non, et qu'à un moment donné, quand on va atteindre un plateau sur les taux, ça va rebaisser à un moment ou à un autre. Donc, est-ce que ça va stagner ou rester dans une petite fourchette et repartir? Voilà. Mais en tout cas, pour moi, le résidentiel est mécaniquement résilient puisque malheureusement, les politiques publiques assèchent la production alors que la demande continue à augmenter. ouais, non, mais ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Et on les remercie, hein, ces politiques publiques. Et même les gros titres des journaux, hein, ça fait peur aussi aux gens, ce qui permet derrière aussi de mieux négocier, malheureusement, hein, de mieux négocier derrière et d'avoir des meilleures, des meilleures offres. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter pour terminer? Écoute, tu as été très complet, je trouve. Je pense que tu étais passé par à peu près toutes les facettes. Non, sinon, moi, je veux juste en profiter pour renvoyer tous nos remerciements à la communauté qui nous a fait confiance dès le départ. Voilà, parce que moi, je dis souvent, il y a 3 piliers pour réussir. Évidemment, il y a l'équipe qui doit produire un travail au niveau attendu. Il y a nos investisseurs qui nous ont fait confiance qui nous ont confié de l'argent pour créer cette entreprise et sortir un produit de qualité. Mais tout ça, ça ne marche quand tu as une communauté de clients qui te fait confiance et qui souscrit dès le premier projet. Voilà, c'est le premier projet d'une jeune entreprise. Quoi qu'on en dise, on peut aimer le montage, on peut aimer un tas de choses chez nous.
On reste une jeune entreprise, une start-up. Donc voilà, donc, je voudrais juste renvoyer à nouveau tous mes remerciements et toute notre gratitude à la communauté qui nous a fait confiance dès le départ. Parce que si on en est là où on en est aujourd'hui, c'est au moins autant grâce à eux que grâce à nous et grâce à nos investisseurs. Voilà, c'est ces trois piliers, on peut pas faire sans un des trois. Donc à nouveau, tous nos remerciements. Et on n'oublie pas que seul on va plus vite, mais que à Toa on va plus loin. Bravo. Ils mettent un dernier mot. Un dernier mot. Non, moi je voulais juste rappeler effectivement que investir, ça pouvait aussi avoir du sens, hein, au-delà du rendement ou des chiffres dont on peut parler. C'est vrai que c'est aussi ce qu'on porte avec Atoa et que la capacité de se mettre ensemble, comme l'a dit Mehdi, pour réaliser des projets qu'on ne pourrait pas faire seul et des projets qui ont un impact, hein, parce que quand on rénove un immeuble dégradé dans un centre-ville, ça a immédiatement un impact sur l'environnement. C'est des choses auxquelles on peut être fier de participer. Et la tranche 2 est toujours ouverte, donc on vous attend. Exactement. Oui, investissez et moi je vais y aller direct là, juste après l'interview. Et bah parfait, en tout cas, moi je tenais vraiment à vous remercier tous les deux d'être rendus disponibles, en tout cas pour exposer un peu tout le projet et qui vous êtes auprès de ma communauté. Et en tout cas, on se retrouve bientôt sur une prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt. Merci Cédric. Au revoir à tous.